Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à une émission d'après-course, celle du Grand Prix de Mexico City. C'est même d'ailleurs le premier épisode depuis un bon petit bout parce que j'étais parti en vacances un petit peu dans l'Ouest canadien, mais j'ai pas chômé, j'ai regardé la F1. Et là, j'ai décidé d'en reparler, cette fois-ci pour une course vraiment meilleure que celle qu'Austin. Et j'ai deux personnes avec qui en parler. J'ai Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, très bien. Tu es allé voir nos ennemis de Vancouver, les Wildcats. Ouais, ben les Wildcats. Ouais, je suis allé voir les Whitecaps, puis je te dirais, j'ai eu bien plus de fun dans un match de 90 minutes que dans l'entièreté de la saison du CF Montréal. On peut pas t'en vouloir, malheureusement. Non, ça a valu les 6 heures de vol. Et j'ai avec moi François Carignan qui s'amuse avec les filtres sur Messenger. Salut François. Salut Abdou, salut Marc-André, ça va les gars? Ben oui, ça va très bien. Écoute, je suis content de t'avoir, surtout quand on sait qui est ton préféré. Et j'espère que le steak va être bon ce soir. Il était bon, il était génial. Steak de la victoire. Le steak de la victoire, parce que son préféré, Lando Norris, a remporté le Grand Prix de Mexico City. Une domination par plus de 30 secondes sur Charles Leclerc en deuxième place. Max Verstappen est troisième. Non, vous n'avez pas la berlue. Ollie Behrman, quatrième sur la Haas. Oscar Piastri est cinquième. Kimi Antonelli, 6e, George Russell, 7e, Lewis Hamilton, 8e, Esteban Ocon, 9e et Gabriel Bortoleto sur la Sauber complète le top 10. On a perdu durant la course Liam Lawson, Nico Hülkenberg et Fernando Alonso. Carlos Sainz a abandonné, mais comme il a complété 90% et plus de la distance totale du Grand Prix, il est donc classé malgré son abandon qui a causé la voiture de sécurité virtuelle en fin de course. Alors, messieurs, on a un nouveau meneur au championnat. Ben, nouveau, c'est relatif parce que il a mené le championnat jusqu'au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mais Lando Norris a été totalement dominant. Et surtout, j'ai envie de dire, c'était pas une domination, c'était une landomination. N'est-ce pas, François? Oh, tabarnak. Bon. Oui, c'était une des victoires les plus dominantes jusqu'à maintenant cette saison. Presque, en fait, plus de 30 secondes. Lando est parti pour une des quelques fois, disons, est bien parti, n'a jamais vraiment semblé en danger, malgré le fait que c'est vraiment le pire circuit pour partir en première place. Parce que dernièrement, c'est même les pilotes qui sont partis en deuxième ligne qui avaient un meilleur parcours sur ce circuit-là. Si je me trompe pas, celui qui est parti troisième avait gagné 3 ou 4 des 5 ou 6 derniers Grands Prix du Mexique. Alors, Lando s'est très, très bien défendu, a pris un écart et qui l'a sorti du DRS de Charles Leclerc très rapidement. Il n'a jamais vraiment été menacé. Pendant que derrière, des pilotes comme Lewis Hamilton, Max Verstappen et autres se battaient à qui mieux. Alors, lui, pendant ce temps-là, faisait sa petite course en avant. Ouais, et vraiment toute une domination. Et tu vois, je pense qu'on en a parlé aussi. J'en avais parlé avec Julien hier. C'est que j'avais cette peur que Lando rate son départ parce que c'est avec les Ferrari qui sont quand même rapides sur la longue ligne droite, ça arrête. Et Max Verstappen qui au final a réussi un départ fulgurant, on peut dire, même si en fait pas fulgurant parce que de toute façon il s'est retrouvé dans l'herbe, mais de se retrouver il y a 4 de large. Si Lando avait raté son départ, ben là on aurait eu une autre discussion, mais je suis content finalement que
ça se soit bien passé pour lui. Marc-André? Oui, tout à fait. Oh, oui, tout à fait. Je pense que ça a été une course de Lando importante, surtout pour son départ, parce que on sait il est parfois pas toujours à point dans ses départs. Puis là, on s'en vient dans les dernières courses de la saison. La pression est forte. Il mène le championnat d'un point en raison de sa bonne performance d'aujourd'hui et de la moins bonne de Piastri malgré son avancement dans les positions aujourd'hui. Mais il va falloir qu'il trouve la solution de ses départs. Puis il a peut-être trouvé une petite mine d'or aujourd'hui parce que son départ a été excellent dans les conditions où il devait absolument réussir à être en bonne posture au départ, parce qu'on sait au Mexique, habituellement, le pilote meneur qui gagne la pole position n'est pas nécessairement avantagé, aussi bien que Fred Vasseur était assez content que ces deux pilotes soient 2-3 hier. Donc, ça prouve à quel point la pole position peut être en difficulté lors de ce départ. Puis Lando a carrément dominé ce départ. Donc, bravo à lui. Je pense que c'est peut-être une solution pour les prochaines courses. Et aussi, dû au fait que maintenant, avec la 5e place d'Oscar Piastri, dont on reparlera un peu plus tard, Norris mène le championnat par 1 point. Et c'est aussi une signification que depuis son abandon à Zandvoort, Norris, c'est pas la première fois qu'il le fait, mais Norris a le dessus sur Piastri quand les choses ne vont pas bien. Il y a eu d'abord le cas à Montréal. Après Montréal, Norris a eu le devant. Il a gagné en Autriche, il a gagné en Grande-Bretagne, puis il a gagné aussi en Hongrie. Mm-hmm. Et malgré tout, il a été capable de vraiment fondre l'écart qu'il avait sur Piastri à 2 reprises. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, il y a un momentum dans le clan McLaren qui va en avantageant Norris, François. En fait, justement, depuis cet abandon de Lando Norris-là et la victoire de Piastri à Zandvoort, chaque Grand Prix, Oscar Piastri a perdu des points versus soit Lando Norris, soit Max Verstappen ou les deux. Alors, il n'a aucune victoire depuis ce temps-là. McLaren a commencé à faire des erreurs stratégiques et lors des erreurs au puits. Alors, c'est pas génial ce qui se passe chez McLaren. Une chance que cette course aujourd'hui semble un peu au moins leur redonner confiance. Puis que ça, c'est arrivé relativement tard durant la saison parce que jamais ce genre de changement de momentum avait eu lieu là. Avait lieu peut-être à la 6, 8, 9e course. Peut-être aurait perdu leur avance de façon encore plus grave rendue aujourd'hui. Alors, je pense que McLaren a très hâte que la saison se termine parce que ça semble toujours pas facile d'avoir au moins d'un des deux côtés à chaque course, il se passe quelque chose. Ouais. Mais aujourd'hui, c'était positif malgré la qualification très, très difficile d'Oscar. Je pense que Lando a démontré hier que la voiture était extraordinaire sur un tour lancé. Donc, Oscar a raté une opportunité, là, puis pour la première fois depuis le mois d'avril, ça le rattrape et ça lui fait mal au classement, là, officiellement là, par les commandes. Oui, vas-y, Marc-André. Si je peux ajouter, Abdou, je pense que c'est la preuve aujourd'hui à quel point c'est dur de gagner un championnat du monde de pilote parce que on avait une très belle avance du côté de McLaren. Je pense que la voiture s'est dégradée peut-être un petit peu durant la saison. Je pense que celle de Max avec Red Bull gagné en performance. Mais être solide sur 24 courses, c'est très difficile pour chaque pilote. Puis on le voit avec Piastri, on le voit avec Norris. Ils ont tous les deux eu des hauts et des bas durant cette saison-là. C'est la preuve à quel point il faut être focus à chaque course pour être certain de gagner des points puis gardé son avance.
Présentement, ça a été plus difficile pour McLaren, autant du côté de Piastri que Norris par moment. Norris par son abandon également, là, ça ne l'a vraiment pas aidé. Mais c'est ça, je pense qu'on on voit que c'est pas facile. J'ai hâte de voir comment, dans les prochaines courses, parce qu'il en reste pas beaucoup, comment ils vont pouvoir réagir avec cette petite avance qu'ils ont quand même là, sur Max. Mais justement, j'ai envie de parler de Oscar Piastri parce que l'ensemble, parce que oui, les dernières courses, ça n'a pas été fameux pour lui, mais cette fin de semaine à Mexico City, pardon, c'était beaucoup plus probant que, par exemple, Baku, parce que Baku, oui, il a commis des erreurs, mais ça peut arriver au moins 1 ou 2 fois par année. Pas trop. Mais là, à Mexico City, il n'était juste pas dans le rythme. Et on se disait, si Lando, s'il voulait garder ses chances de rester en tête du championnat, il fallait qu'il termine dans le top 4. Il aurait pu le faire. Mais j'ai trouvé que dans les circonstances, Piastri s'en sort pas trop mal, même s'il perd même s'il perd les commandes du championnat, parce que il a été en mesure de se battre. Il a dépassé Yuki Tsunoda qui, malheureusement, a vu sa course s'effriter avec la stratégie de Red Bull, mais de se battre contre les 2 Mercedes et surtout la Haas de Ollie Behrman qui était là de plein gré. Piastri, je trouve, s'en est relativement bien sorti dans un week-end qui a été totalement difficile pour lui. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, probablement que certains diront que si jamais c'était pas du VSC à la fin, il aurait été chercher cette position-là pour justement là, se préserver la tête du championnat. Mais Behrman, dans l'épisode d'après-course sur F1 TV, a dit « J'avais chargé ma batterie, j'étais prêt. » Alors, je le savais, il dit « Je savais que ça s'en venait. Je pense que j'avais tout ce qu'il faut pour le garder derrière. » Est-ce que il aurait réussi? Moi, je pense que oui. Behrman, ça a l'air de quelqu'un d'un pilote qui avait très, très bien préparé et géré sa course. J'aurais aimé ça le voir. Lui-même disait, j'étais même un peu déçu de pas avoir pu me courser avec Oscar jusqu'à la fin. Alors, pour moi, quand un pilote dit ça, ça veut dire qu'il avait pleinement confiance en ses moyens. Je pense pas que c'est du bluff. Cela dit, je pense que ce point-là change pas grand-chose, honnêtement, que même si jamais Oscar était devant par 1 ou 2 points, son momentum est complètement parti. Le momentum est complètement du côté de Max Verstappen et Lando Norris. Oui. Les circuits qui s'en viennent ne semblent pas favoriser Oscar. Je vois le momentum, en tout cas, est vraiment, vraiment pas de son côté. Moi, selon moi, si jamais j'avais à mettre mon argent sur les 3 pilotes, je mettrais beaucoup plus d'argent sur Lando Norris et Max Verstappen que sur Oscar Piastri aujourd'hui pour le championnat. Ouais, c'est vrai. Je pense que actuellement dans le momentum, ces 2-là sont plus propices à aller se battre pour le titre. Pas que je ne crois pas, mais c'est vrai on l'a vu. Le momentum de Piastri a vraiment changé et même à Austin, il était vraiment pas dans le coup. Et aujourd'hui, là, il s'en est quand même il s'en est tiré, pas bien tiré, il s'en est juste tiré parce que sinon, c'était peut-être si Mercedes avait effectué leur team orders de la bonne manière, on en reparlera après. Je pense que peut-être Piastri serait 6e à mon avis. Mais ça c'est subjectif, mais je pense que dans les circonstances, il s'en sort pas
trop pire, mais il va falloir qu'il se recadre sérieusement, qu'il voit qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec la voiture, parce que c'est pas le premier week-end où il est vraiment off. À Austin, il était. À Singapour, il était énervé avec l'histoire du contact du premier tour, mais de toute façon, Norris avait le momentum de toute manière. En Italie, malgré la décision de laisser repasser Norris, ce dernier était rapide, fait que Piastri va devoir se replacer et trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas récemment pour justement être en mesure de reprendre ce qu'il avait en lui pendant la majeure partie de la saison. Et puis au début de la saison, on chantait ses louanges un petit peu à quel point il était calme, en contrôle, bien posé, etc. Je pense qu'on a vu ces traits-là un petit peu disparaître depuis le retour du Summer Break. Beaucoup plus... Puis tu sais, je dis ça de façon respectueuse, mais chialeux. Se plaint beaucoup plus. Semble devenir un peu plus facilement colérique, plus émotif. Fait que je pense évidemment que c'est la première fois que Oscar se bat pour un championnat en Formule 1, donc peut-être que c'est en train de l'affecter, mais en même temps, regarde, je veux dire, c'est les deux pilotes McLaren en ce moment sont sous attaque de probablement le meilleur pilote de course de tous les temps. Alors, c'est sûr que je pense que les deux le savent que Max peut absolument tout faire. Alors, ça devient un petit peu stressant, là, je pense. Ouais. Mais, en tout cas, je trouve que c'est une saison d'apprentissage à ce niveau-là pour Oscar Piastri, comment gérer le spotlight, comment gérer le stress, puis en même temps, comment gérer le fait d'être meneur dans un championnat. C'est des choses que tu apprends, puis que c'est pas tout le monde qui a de façon innée. Je pense que Max, en 2021, a démontré que c'est quelque chose qui est, pour lui, c'est un acquis. T'as des pilotes comme ça, qui sont des talents naturels pour qui ça vient plus facilement. Ouais. Tandis qu'il y en a d'autres comme selon moi, comme Oscar, comme Lando, que ça s'apprend par expérience plus que par instinct. Exact. Et aussi, avant de laisser la parole à Marc-André, se battre pour un championnat du monde de Formule 1, c'est pas chaque année que ça arrive. Piastri et Norris, ce sont des pilotes générationnels. On ne sait pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois qu'ils auront la chance de se battre pour le titre. On ne sait pas qu'est-ce que 2026 nous réserve. Donc, autant mettre les œufs dans le même panier pour maintenant. Comme ça, ils ont le titre. Ils vont pouvoir se réveiller en 2026 comme étant champion du monde. Puis ensuite, si la voiture va bien, advienne que pourra. Donc, je pense entre autres à Felipe Massa, le pauvre, qui, même si lui et Lewis Hamilton avaient tout fait pour perdre le championnat du monde en 2008, pour Massa, c'était la chance unique de se battre pour le championnat du monde. Il ne l'a pas fait. Il était champion pour 30 secondes. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais Marc-André, on parle de la course de Piastri. Il y a un moment qui a retenu notre attention, c'est son arrêt au puits, son deuxième, lorsqu'il est rentré en même temps que Kimi Antonelli. Et autant on a vraiment chialé sur les arrêts de McLaren ces derniers temps. Celui-là, c'était un arrêt capital parce que ça lui a permis de revenir devant Antonelli dans la ligne des puits et de gagner une position de plus. Oui, effectivement, c'était un arrêt. Je pense que capital est vraiment le mot important dans ça, parce que ça a un peu tout changé pour lui, parce que c'était important qu'il puisse gagner une position de cette manière-là. C'est quand même plus simple que de le faire en course.
Puis ça fait en sorte qu'il n'a pas dû se battre, il n'a pas dû briser ses pneus de manière trop rapide. Donc, ça l'a aidé dans sa poursuite là, au pilote qui était devant lui. Puis probablement que, comme on a dit, d'après moi, s'il n'y avait pas de drapeau jaune et de voiture de sécurité virtuelle, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, là, mais d'après moi, peut-être qu'il avait la chance de battre Oli Berman. Bon, peut-être qu'Oli avait assez d'électricité pour se contenir, mais il n'a pas dû nécessairement se battre beaucoup contre Antonelli pour aller changer pour gagner une position. Donc, ça aurait pu l'avantager davantage là, du côté d'une potentielle course avec Oli Berman. Mais oui, ça a peut-être ça a peut-être pas tout changé, là, mais ça l'a grandement aidé probablement quand même. Et il y a aussi un autre moment, c'est son duel avec Esteban Ocon lorsque je pense qu'il est revenu en piste. Russell est revenu en piste. Ocon était juste entre Russell et Piastri. Ocon était déjà sur une stratégie d'un arrêt avec ses médiums. Je pense Ocon, Piastri avait eu un peu de mal à dépasser Ocon. Et c'est ce qui a aidé aussi Berman à garder sa 4e place. C'est justement ce duel qui a, disons, fait perdre du temps à Piastri et en gagné à Berman. Donc ça aussi, ça a aidé le jeune Britannique, à préserver sa 4e place. Mais avant de parler du pilote du jour, on va parler de Max Verstappen parce que il finit sur le podium, mais disons que c'est une 3e place. Désolé Marc-André qui est rocambolesque. Ouais, rocambolesque, on va dire le mot. D'abord, il y a eu l'histoire du premier tour. D'ailleurs, chapeau à Max de l'avoir gardé proche du mur parce que c'était proche de la catastrophe pour lui. Ensuite, il y a eu, on va parler de ça, ce moment avec ce énième moment avec Lewis Hamilton. Contact entre les deux lorsque Verstappen a tenté le dépassement. Hamilton ensuite, quelques virages plus tard, prend la poudre d'escampette, court-circuite le chicane, se prend une pénalité de 10 places, mais l'action, le contact entre les deux n'a résulté en aucune sanction pour les deux. Mais ce que j'ai vu dans le document de la FIA qui est publié après la course, c'est que c'était Hamilton qui était la cible de l'enquête, en fait. C'est ce qui est complètement ridicule, mais Ouais. Je m'excuse, là, mais j'ai jamais compris ça, là. En tout cas, continue. C'est complètement sans sens. Justement, j'ai le document avec moi. Donc, au 6e tour, Verstappen dépasse Hamilton à l'intérieur du virage 1. Au point de corde Apex, l'avant de Verstappen était clairement devant le miroir d'Hamilton. Ça, c'est vrai. Alors, Verstappen était carrément entitled, ou devrais-je dire justifié, sur la ligne de course. Hamilton est resté aux côtés durant tout le virage, résultant en un contact léger entre les roues des deux voitures. Le contact n'a eu aucune conséquence entre les deux voitures. C'est vrai. Considérant que Hamilton avait une opportunité limitée de laisser de l'espace sur la piste, que les deux voitures étaient côte à côte au virage et qu'aucune conséquence sportive de ce contact n'a résulté, et en notant qu'il y a eu des incidents dans le passé à cet endroit, aucune action ne fut prise.
et que c'était considéré comme un incident de course. Donc, Marc-André, toi, sans la lecture de ce que je viens de lire, là, est-ce que tu trouvais que c'était juste? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que dans les dernières années, il respecte exactement ce que la manière dont il considère le règlement des deux roues en avant. Parce que est-ce que Max aurait réussi à tourner? Peut-être pas. Mais dans la lecture du règlement qu'on a depuis 2 ans, ben, c'est respecté à la lettre. Les deux roues de Max étaient devant celle d'Hamilton, bien que l'intention de tourner était pas nécessairement présente. Selon la lecture du règlement écoute, on peut pas le changer. Ça fait au moins 3 ans que les commissaires acceptent ce type de dépassement de Max et de plusieurs autres pilotes. Max le fait plus que les autres, mais à la lecture de ce qu'on a depuis 3 ans, je peux pas être en désaccord avec eux. Est-ce qu'il y a vraiment eu intention de tourner? D'après moi, non. Mais c'est ça. Dans la lecture de ce qu'on a depuis plusieurs années, effectivement, on peut pas en vouloir au commissaire. Ils respectent ce qu'ils disent depuis 3 ans. Ouais. C'est sûr que moi, sur le coup, je disais, ça sent la pénalité à Max. 10 secondes. Parce que, il a réussi le dépassement, mais pas sans contact. Fait que, c'est pour ça, moi, j'étais Mais je comprends tout à fait. Est-ce que, tu sais, c'était un dive bomb, proprement dit. Un peu comme ce que Russell a tenté à faire à Verstappen au sprint la semaine dernière. Sans succès. Mais, je sais pas. C'est comme, moi, c'est peut-être ça aussi que je reproche la plupart du temps à Max, c'est que c'est souvent do or die. Tu sais, Il va jouer à la limite. C'est ça. Il y a une seule façon de courser pour Max Verstappen, c'est tout ou rien. C'est toi que je pense. Ce que je dis souvent à des amis qui aiment pas énormément Max, mais je dis, tu sais, je veux dire, là, encore une fois, c'en est un peu une preuve. Il a joué à la limite au maximum du règlement. Ouais. Tellement que, effectivement, les commissaires ont tellement laissé passer des affaires comme ça qu'aujourd'hui, en jurisprudence, ils n'ont pas vraiment le choix de le laisser passer également. Donc, et en même temps, ben, il l'a fait, il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de conséquences. C'était roue sur roue. Fait que les conséquences ont été minimes. Fait que, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça aurait peut-être dû être pénalisé, mais dans la lecture de ce qu'on a depuis longtemps, je vois pas pourquoi ça l'aurait été. Ouais. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est plus le fait que ce soit Hamilton qui aurait été le fautif. Ça, on dirait que c'est une erreur, tu sais. Parce que Hamilton peut pas faire grand-chose, parce que lui non plus, il veut pas causer la collision. D'autant plus que, de toute façon, on va se le dire, ce qu'il a fait, le coup couper le virage, c'est une pénalité slam dunk. Ça, c'est clair. Mais pour ce qui est du contact du contact en tant que tel, le fait que ce soit Hamilton qui ait été enquêté, qui a été il a tout essayé pour garder l'espace. Ouais. Et il connaît Max Verstappen. Je veux dire, au nombre de fois que les deux se sont retrouvés roue contre roue, là, à un moment donné, il connaît Max. Fait moi, c'est peut-être pour c'est ça qui m'a surpris parce que je pensais que c'était les deux. Les deux allaient être sous enquête, mais finalement, c'est plus Lewis. Heureusement, il n'y a eu aucune sanction pour ça. Mais François, pour parler de autre chose que de ce contact, une stratégie à un arrêt de Max, lui qui a été un des 3 pilotes à débuter la course sur les médiums, il est passé vraiment proche de dépasser Charles Leclerc, n'eût été de la voiture de sécurité virtuelle. Ouais, en fait, terminé à quoi? 1.6, si je ne me trompe pas, 1.6, 1.5, 6, quelque chose comme ça de Charles.
Donc, effectivement, très proche. Un peu de la même façon que Oscar était près de Oli. Alors, pour Max, c'est des points un petit peu qu'il laisse sur la table, peut-être. Mais en même temps, je pense que vu la position dans laquelle il était parti, terminer à ce rang-là est une victoire en soi. Terminer sur le podium. C'est encore une fois des points qui vont gruger à Oscar Piastri. C'est honnêtement la façon qu'il course dernièrement, c'est comme un métronome. Il échappe pas grand-chose. Mais vraiment, hier, sa qualif est ordinaire. Alors, je pense qu'il partait un petit peu handicapé aujourd'hui. Mais c'est ça. Je veux dire, sa stratégie a été différente des autres. A bien géré. Et puis, ça a même un petit peu, je pense, comment je te dirais, ça a semblé prendre certains rivaux dépourvus, vu qu'ils ne savaient pas trop quand est-ce que Max s'arrêterait et quel était son rythme. Alors, ça l'a un petit peu aidé. Puis à la fin, le rattrapait. Charles a quand même un certain rythme. Moi, puis Abdou, qui étions en appel, moi, j'étais ralenti, arrête, non. Et puis, c'est ça. Quand il est au 66e tour, il restait 3-4 secondes. Là, j'étais comme, OK, c'est beau, il devrait. Si jamais Charles il tient le rythme, Max devrait être capable de tenir. Mais non, Max n'a jamais pleinement ralenti. Et puis, lui, je pense que la voiture de sécurité virtuelle là, lui a peut-être volé des points. Je pense. Peut-être plus que Piastri. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je vais faire un aparté parce que j'ai vu beaucoup de monde chialer concernant le déploiement de la voiture de sécurité. Pour mettre en contexte, Carlos Sainz a fait un tête-à-queue dans le stadium, a tapé le mur et est allé se ranger directement dans la zone de dégagement. Ce qui a fait en sorte que, on a vu la voiture de sécurité virtuelle déployée. On n'a pas vu l'accident en tant que tel, mais sur Reddit, il y a puis je pense, j'ai même envoyé dans plusieurs groupes de discussion dans lesquels je suis la vidéo en question où on voit justement la caméra embarquée de Sainz qui fait le tête-à-queue. Mais les gens se sont dit, mais pourquoi la voiture de sécurité, elle était nécessaire? On disait, mais c'est venu ruiner le timing. Je comprends, il y a le timing, mais il y a l'explication qui est sortie par la FIA même. C'est que la voiture a commencé à avoir de la fumée, à prendre feu. Donc, la direction de course a reçu des notifications de feu à cet endroit, là où la voiture se trouvait. Donc, il fallait l'intervention des commissaires de piste pour rapatrier la voiture et éteindre le feu potentiel qu'il y avait sur la voiture. Donc, c'est pas une question de manipuler ou bien pour aider Charles Leclerc à résister à Max Verstappen ou tout autre type de théorie du complot qu'on peut retrouver sur Internet. C'était juste une question de sécurité pour éviter tout ça. Par contre, dès qu'un commissaire doit mettre un pied dans l'enceinte du circuit, doivent faire quelque chose. Donc, je veux dire, si jamais pour aider à neutraliser le feu ou quoi que ce soit, ou le problème avec la voiture devait rentrer à l'intérieur des barrières du circuit, à ce moment-là, c'était la chose à faire parce que la sécurité des commissaires est la priorité numéro 1. Ouais, mais on pourrait pas dire ça parce que durant les premiers tours... J'ai vu le Lawson.
Ouais, il y a deux commissaires de piste qui se sont retrouvés sur la piste alors que Liam Lawson sortait de la ligne d'épée après son arrêt au puits pour changement d'aileron. Alors, Peut-être même justement que c'est suite à ça qu'ils se sont dit non, si jamais quelque chose d'autre, on prend pas de risque puis que. Exact. Ouais. C'était pour éviter ça. On va parler maintenant du pilote du jour, qui est Ollie Bearman, qui inscrit son meilleur résultat en Formule 1 jusqu'à présent et qui permet à Haas d'inscrire aussi son meilleur résultat depuis le Grand Prix d'Autriche 2018, où justement Romain Grosjean avait terminé 4e durant cette course et Kevin Magnussen, pour le fun, aussi avait terminé 5e durant cette course, grâce entre autres d'un double abandon de Mercedes. Mais Bearman a été vraiment excellent tout le long du week-end, Marc-André, et surtout, désolé, mais son dépassement sur Max Verstappen, c'était un des moments forts de cette course. Oui, ça a été une grande course pour Ollie Bearman, puis il y a eu le culot quand même de dépasser Max Verstappen, et surtout, ça a été fait de très belle manière également, là. Donc, je pense que j'ai trouvé que Lieberman s'est amélioré toute la saison. Ça n'a pas toujours été facile, mais il y a eu une progression toute la saison. Puis là, on dirait qu'on arrive à un moment charnière de cette saison où on sépare un peu les enfants des recrues. Puis j'ai l'impression que Lieberman en est un qui gagne à être plus connu. Puis ça fait du bien d'avoir des performances, de belles performances comme ça, parce que ça le met un peu dans l'œil du public, un peu comme Isaac Hadjar avait eu il y a quelques courses avec sa bonne performance et son podium. Donc, c'est le fun quand un pilote a le mérite qui, je trouve, qu'il doit. Puis c'est des petites victoires comme ça qui sont parfaites pour ses pilotes et pour ses écuries. Donc, franchement, très impressionné par Ollie Bearman. Et on verra comment cette performance-là peut le mener à peut-être une autre bonne performance au cours des prochains week-ends et d'une belle fin de saison pour lui. Oui. Et en plus, c'est quand même... Même Austin, il avait bien fait malgré quelques erreurs brouillonnes, entre autres au sprint où il s'est pris une pénalité pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage. En étant même un petit peu trop agressif aux dépens de Yuki Tsunoda en course la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une course très propre de sa part, François. Vraiment, c'est vraiment un baume dans ce Grand Prix. C'est le genre de course qui démontre pourquoi il est en fin. Ouais. Donc, en tant que recrue, c'est pas toutes les courses qui vont bien aller. Je pense qu'on a vu un peu tous les pilotes cette saison avoir des hauts et des bas. Certains plus de hauts, certains plus de bas. Tu vois Bertoletto aussi qui termine 10e. Oui. Antonelli qui bat, selon moi, George Russell au mérite. Fait que, tu sais, on voit qu'on a un excellent groupe de recrues, mais ils sont tous en train de passer à travers ces étapes-là d'apprentissage. Puis, des fois, c'est un petit peu en montagne russe, puis c'est ça qu'on voit là, avec Ollie Bearman. Ça, c'est vraiment un point haut de la montagne russe. Je pense qu'on a vu aujourd'hui. Et aussi, et entre autres, Esteban Ocon qui a eu sa part aussi dans cette 4e place, dont on en parlait justement. On ralentit un petit peu, oui. On ralentit un petit peu Piastri dans le secteur 2. Puis j'ai aimé aussi tout de suite Ocon qui est réputé pour se frotter avec ses coéquipiers. Pendant l'entrevue d'après-course qu'Ollie Bearman a faite avec Laura Winters et l'équipe de F1 TV, Esteban est tout de suite allé le voir pour le féliciter là, pendant l'entrevue, puis c'était sincère. Wow, oui. Fait que, je pense que il travaille très, très bien en équipe chez Haas. Ayao Komatsu, j'ai jamais vu aussi excité aussi. C'est quelqu'un qui est habituellement très, très posé, là, puis qui était qui avait le sourire jusqu'aux oreilles aujourd'hui.
Oh oui. Et aussi, ben, tu vois, je pense, la relation entre Behrman et Ocon, aussi, ça se voit qu'elle est beaucoup plus harmonieuse que celle chez Alpine avec Oh, oh, oufi! d'abord Pierre Gasly et ensuite celle qui s'est effritée un peu avec Fernando Alonso, entre autres après Brésil Ouais. 2022. Ouais. Et comme je disais, Abdou, maudit qu'il doit être content d'être sorti de là. Ah, bah écoute, mais je crois que n'importe qui sort de Alpine doit être content. Aïe, 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 quelle mauvaise écurie. Bref, et félicitations à Alpine d'avoir fini dernier, loin de tout le monde. Bref, Marc-André, on va parler de Ferrari. Charles Leclerc, qui a été vraiment bon dans cette course, deuxième, sauvé par la peau des fesses grâce à la voiture de sécurité virtuelle. Mais quand même, Leclerc a été vraiment bon. Ouais. Montre que pourquoi on l'appelle, c'est l'enfant chéri de la Scuderia. Tout à fait. Lui aussi, c'en est un qui peut avoir des bas, mais qui peut avoir de très beaux hauts. Puis je pense que en fin de semaine, ça a été la preuve. Il a été extrêmement rapide en qualification. A eu un bon départ malgré tout. A fait partie de cette cette petite course à plusieurs au départ. Peut-être qu'il aurait pu être un petit peu plus rapide, mais il a été suffisamment pour pas perdre son avantage puis rester en bonne posture. Puis après ça, sans dire que ça a été une balade tranquille pour lui. Il a évité les pépins, il s'est pas mis dans le trouble, il a gardé ça simple. Puis Charles, j'ai souvent dit, je pense qu'il sera jamais champion, mais ça va être un des bons pilotes à ne jamais devenir champion. Parce qu'il n'y a pas le cran, selon moi, pour le devenir. Il sera probablement pas en position pour le faire, à moins que la Ferrari devienne extraordinaire en 2026, lors du prochain du prochain changement technique. Mais c'est quand même un excellent pilote qui, en ce moment, réussit quand même de belles choses, puis aujourd'hui nous a prouvé le tout. Là. Oui, effectivement, et surtout, dû au fait que on voit une légère ressurgence de Ferrari. C'est déjà un deuxième podium consécutif pour la Scuderia et surtout sont 2 en 2. Donc, quand même, moi, ce que j'aime de Charles, c'est que à chaque week-end, il est là avec toujours l'esprit de combattant. Même si ça ne va pas très bien, il est là pour donner son maximum. Donc, c'est pour ça que je crois que je vois mal Charles Leclerc quitter Ferrari parce que je crois que c'est quelqu'un qui a l'équipe à cœur, qui est prêt à tout, même dans les difficultés, même dans les périodes difficiles, comme cette saison, entre autres. Il est capable de vraiment tirer son épingle du jeu. À l'inverse, Lewis Hamilton, je pense que ça aurait été un grand prix où il pouvait terminer 3e, 4e, François. Sans la pénalité. Ouais, c'est ça. J'étais pour dire ça en pénalité qui, selon moi, était un petit peu tiré par les cheveux, mais en fin de compte, mérité. On vient de perdre Marc-André. Il a dû nous quitter, donc... Ah, d'accord. Non, regarde, je veux dire... Il a même été chanceux que ça soit pas plus parce qu'il a pas suivi le protocole du Escape Road. Mm-hmm. Donc, ils ont seulement pénalisé pour la court-circuiter un virage et gagner un avantage et non les deux. Parce qu'il a décidé d'aller sur le gazon plutôt que de rouler sur le petit bout d'asphalte qui est là pour ça. Mais encore une fois, finalement, au moins, Lewis Hamilton a une qualification qui est prometteuse.
mais elle l'échappe. Ferrari qui décide de lui annoncer qu'il y a une pénalité comme 6-7 minutes trop tard. Tu sais, je veux dire, est-ce que Ferrari a décidé d'attendre avant de lui annoncer pour qu'il reste concentré? Ou est-ce que ils ont juste oublié de lui dire ça, on ne le saura jamais? Mais en tout cas, encore une fois, Ferrari qui la communication parce que dans ce cas-ci, on peut leur donner le bénéfice du doute. Oui, je pense que c'est plus. De toute façon, il devait l'annoncer. Tôt ou tard, il devait lui dire que pénalisé. Mais ça aurait été. Mais en même temps, je veux dire, je pense que certains pilotes, certains pilotes aiment mieux savoir tout de suite quand tu as une information disponible. Pas 6-7 minutes après, 5-6 tours plus tard. Alors, peut-être que ça aurait pu aider Lewis à mieux gérer sa course, avoir de l'information plus tôt. Mais regarde, c'est à peu près impossible à savoir. Il nous manque beaucoup d'informations pour ça. Je vois pas. C'est un peu dommage. Je trouve que pour une fois, là, partait dans une bonne position pour aller chercher des gros points, au moins aller chercher un podium peut-être. Puis il termine même pas proche. Là. Fait que c'est ça. Ben, au moins dans tout ça, même si Lewis est quand même terminé loin, ça permet à Ferrari de passer deuxième au championnat des constructeurs. Ouais. Parce qu'on s'entend que du côté de McLaren, c'est assez réglé. Puis du côté de Red Bull, il y a un seul gars qui ramasse des points. Ouais. Mais il y a quand même un écart de 10 points qui sépare Ferrari de Red Bull. Donc, la performance d'Hamilton, malgré cette pénalité de 10 secondes, elle était importante. Et c'est ce qui permet de faire la transition vers Mercedes parce que je pense qu'il y a un certain Giorgio qui doit pas être content. Ben, ça leur a pris beaucoup trop de temps avant de faire un move. Oui. Mais je pense que le résultat aurait été à peu près le même. Ben, moi, je pense que... Peut-être une position de différence, là, mais... Puis... je pense pas que ça allait chercher un score. Parce que, tu vois, moi, je pense que là-dessus, quand la première fois qu'on a entendu George dire « je suis plus rapide » et que son ingénieur de piste lui dit « t'es libre de dépasser Kimi », donc c'est-à-dire il n'y a pas de consigne d'équipe pour le moment. Je pense que c'était là où Mercedes aurait dû réagir parce que, corrige-moi si je me trompe, je pense que Russell était beaucoup plus rapide que Berman à ce moment-là. Ensuite, au fur et à mesure, George a commencé à être frustré, à rester derrière Antonelli. Puis, là, on l'a entendu péter sa balloune, péter une crise, ou juste montrer sa frustration pour lui dire, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, mes pneus et tout ça. Moi, je pense que c'était à ce moment-là où on aurait dû dire d'échanger les positions parce que au moins Kimi pouvait garder Oscar derrière et George aurait pu dépasser Berman le plus vite possible. Comme ça, au moins, il se sauve dans l'éventualité d'aller chercher la 4e place. Fait que pour moi, et en plus, ça aurait évité à Mercedes de perdre une position dans la ligne des puits. Ouais. T'as raison. Mais je pense... je pense que au final, ça se serait ressemblé comme résultat. Mais je comprends parfaitement ton point. Cela dit, c'est rare que Mercedes paraît aussi boiteux au point de vue stratégique.
Alors, tu sais, ça n'a jamais été comme les meilleurs, les kings, à quelques exceptions près, là. Mais ce genre de situation où ils se font carrément prendre au dépourvu, ça leur arrive quand même pas vraiment souvent. Ouais. Donc, c'en est un des relativement rares exemples. Exactement. Donc, c'est pour ça aussi, je me demande, est-ce que, Mercedes, là où elle s'est trompée, c'est qu'elle n'a pas réagi aussi rapidement que la situation pouvait se le permettre. Bon, encore là, je ne sais pas si il pensait que c'était pas le bon moment parce qu'on l'a vu aussi, le changement s'est fait alors que Piastri était vraiment proche. Donc, Piastri avait l'opportunité d'aller chercher les deux pilotes. Oui, il aurait peut-être mieux même être plus agressif, aurait peut-être mieux plus sneak in puis faire un dépassement là, en même temps. Ouais. Parce que, tu sais, Antonelli a dû vraiment ralentir quand même beaucoup. Le tour où il s'est fait dépasser a perdu 1,9 secondes sur Russell. Alors, c'était pas juste un petit lift, là, c'était vraiment comme un laisser-passer. Là. Ouais. Donc, peut-être même que c'était pas le bon moment. Il y aurait peut-être eu un meilleur remplacement sur le circuit. Bon, regarde, je veux dire, au final, ils ont fait ça comme ils pouvaient, là. Ouais. Mais c'était il y avait un risque qui était quand même présent d'échapper une position aux dépens de Piastri pendant cette manœuvre-là. Ouais, et là, je me demande si durant le débriefing, je sais pas, au moment où on enregistre, s'ils le font encore, mais peut-être que George a eu le temps de se calmer ou peut-être de ventiler sa frustration concernant les consignes d'équipe. Peut-être qu'il a mis son casque de luchador puis que ça l'a fait rire un petit peu puis que ça l'a calmé. Ah, certainement, il est passé incognito. Sinon, mention honorable à Gabriel Bortoleto qui parti 16e avec les médiums, termine 10e avec un des plus beaux dépassements de ce Grand Prix sur Isaac Hadjar. Donc, Bortoleto, on l'a malheureusement pas vu, mais seulement aperçu lorsque le dépassement était fait. Et puis, je dois aussi souligner, chapeau à la réalisation de nous l'avoir montré parce que c'était quand même un moment important durant ce Grand Prix. Parce que si ça avait été fait à Singapour, là, peut-être que on l'aurait jamais vu. On l'aurait jamais vu ou qu'on l'aurait vu après la course. Yuki Tsunoda qui est fini 11e, ça c'est dommage pour lui parce que je pense que il faisait une bonne course, mais là-dessus, je pense que Red Bull a juste effrité sa stratégie parce qu'il roulait quand même dans le top 6, top 7. Et malheureusement, finir 11e. Là-dessus, ça aurait été facile de blâmer le pilote, mais je pense que Tsunoda récemment fait quand même bien. Il a été bon à Austin. Mieux. Ouais. Donc, même à Mexico, il était quand même assez proche de Verstappen dans les temps en qualification. C'est juste dommage qu'en course, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que je pense que Tsunoda allait marquer des points dans ce Grand Prix. Ouais, il est parti. Il était parti quoi, 9-10? Je pense qu'il était parti. Il était 10e à cause de la pénalité à 5, je pense. Ouais, c'est ça. Mais ça, regarde, course correcte, sans plus. Je veux dire, c'est ça, Yuki, c'est au moins, dernièrement, il coûte pas cher en termes de dommages ni rien. Ça, comparé à un certain ancien pilote chez Red Bull qui non seulement ramassait pas de points, mais en plus de ça, détruisait souvent la voiture. Au moins, ce côté-là, il l'a. Mais je trouve malheureusement que le temps commence à
à manquer à Tsunoda pour démontrer que sa place en F1. C'est pas suffisant ce qu'il donne en ce moment. Ouais. C'est même trop tard. Mais tu sais, je pense que c'est un pilote qui, dans un contexte différent, pourrait peut-être être productif. Oui. Comme je dis, il est assez économe sur les dommages. Tu sais, il est quand même... c'est pas quelqu'un qui coûte cher à l'écurie. C'est quelqu'un qui est fiable à ce niveau-là, généralement. Puis peut-être une autre écurie pourrait se servir de lui. Puis sinon, à ce moment-là, je pense que, tu sais, en étant un ancien pilote Red Bull, sinon, un excellent pilote d'essai pour être. Oui, peut-être, mais on verra parce que de toute façon, la grande famille Red Bull devra prendre une décision. Apparemment, c'est d'ici novembre qu'une décision sera prise, une annonce, mais ça reste à voir. Est-ce que ce sera un retour chez Racing Bulls? Est-ce que ce sera un retour chez Red Bull? Ouais, je sais pas, mais tout semble un peu partir de ce qu'ils vont faire avec Lindblad. Oui. Leur décision de soit le laisser en F2 pour une autre saison ou le remonter en F1. D'après moi, si jamais à ce moment-là demeure en F2, on pourrait avoir un statu quo pour une prochaine année. Ou même, ça, je lui souhaite pas, mais de voir Isaac Hadjar dans la Red Bull au début de l'année prochaine, mais je lui souhaite pas. Honnêtement, là, on le voit encore, il y a certaines courses comme aujourd'hui, on voit qu'il y a encore de l'apprentissage à faire. Ouais. Alors peut-être rester chez Racing Bulls une autre année pourrait lui être bénéfique. Parce que sinon, j'ai peur que son sort ressemble à de nombreux autres avant lui qui sont promus chez Red Bull dans des situations non optimales pour des jeunes pilotes. Exact. Puis c'est pas un moment facile non plus. Non, puis c'est un meilleur talent que certains autres aussi, selon moi. Fait que celui-là, il faudrait pas manquer son coup avec. Exactement. Donc, c'est ce qui complète le tour d'horizon de ce Grand Prix de Mexico City. Je vais vous donner le classement des pilotes après cette épreuve, maintenant que le classement a été officiellement entériné. Tout le monde a passé les inspections. Les inspections. Alors, Lando Norris est maintenant de retour en tête du championnat avec 357 points. C'est un de plus que Oscar Piastri. Et Max Verstappen est troisième avec 321 points. Donc, c'est 36 points d'écart sur Norris que Verstappen a en retard. George Russell est quatrième avec 258 points. Charles Leclerc est cinquième avec 210. Lewis Hamilton est sixième avec 146. Kimi Antonelli, 7e avec 97. Alex Albon, 8e avec 73 points. Nico Hülkenberg, 9e avec 41 points. Et Isaac Hadjar est 10e avec 39 points. Au classement des constructeurs, McLaren est à 713 points, mais maintenant, il faut se concentrer sur la deuxième place parce que c'est serré. Comme je l'ai dit, Ferrari est à 356, Mercedes est troisième avec 355 et Red Bull est quatrième avec 346 points. Williams est cinquième avec 111 points. Racing Bulls est sixième avec 72 points. Aston Martin est septième avec 69 points, mais devra faire attention parce que la quatrième place de Ollie Behrman et la neuvième place de Esteban Ocon permettent à Haas de se retrouver à 7 points de l'équipe en verte avec 62 points. Et il y a Sauber qui est 9e avec 60 points. Donc, la lutte pour la 6e place est serrée. Il y a 12 points qui séparent Racing Bulls de Sauber. Puis, il y a Alpine seul au monde, autant en piste qu'au classement avec 20 points.
Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Donc, c'est un retour... C'était un retour au podcast après un bon petit moment des vacances. Le podcast est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, Google, YouTube et partout le Bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Threads, Instagram et Blue Sky @ le Bulletin GP. Et aussi le groupe Facebook La Monoplace. Et il y a aussi mon compte Substack pour lire mes états d'âme suite à un Grand Prix de Formule 1. D'ailleurs, j'en avais écrit un sur celui des États-Unis. Donc, j'étais en vacances, mais j'ai pas chômé quand même. Donc, je dois remercier Marc-André Fortin de sa présence. Il a dû nous quitter un petit peu plus tôt, mais je le remercie de sa présence comme d'habitude. François, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Et on va faire le retour du quiz, pas cette semaine, mais l'autre d'après. Et ensuite, ce sera le 200e épisode du Bulletin GP. Ça, j'ai hâte. Et... Wow! Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour cet épisode, Abdou? Pas encore, mais ça va être vraiment un melting pot. Ça va être un melting pot. J'en dis pas plus, mais de toute façon, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas de sujet en tant que tel. Ça va juste être un épisode pêle-mêle. On va parler de tout et de rien. Et sinon, le prochain après-course, ce sera celui du Grand Prix de São Paulo ou le Grand Prix du Brésil, si vous le voulez, dans 2 semaines. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode, le quiz et l'après-course du Grand Prix de São Paulo ou du Brésil. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à la prochaine fois.